Et salut à tous, c'est Norsvorg, bienvenue sur Freplend, la chaîne francophone qui traite de Plend. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant qui m'a été demandé par tout le monde. Comment savoir à quel prix acheter, à quel prix vendre, où acheter, qu'est-ce qu'on peut minter, comment estimer tout ça. C'est parti, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors pour cette vidéo hors série, j'ai décidé de vous présenter 3 cas types de l'utilisation d'un site qui s'appelle upx.world qui va probablement être votre meilleur ami si vous décidez de jouer à Upland. Je vais commencer par vous présenter comment définir un prix de vente, je vous présenterai ensuite comment définir ce qu'est un bon prix d'achat et je vous expliquerai après comment trouver les meilleures propriétés à minter. C'est parti. On va commencer à se pencher sur le prix de vente. Pour pouvoir vous expliquer ça, j'ai décidé de prendre un cas pratique et de vous expliquer à quel prix je mettrai en vente cette propriété-ci, qui fait partie de la collection Seacliff à San Francisco. Je vais commencer par regarder son adresse. Voilà, c'est le 247 Seacliff Avenue à San Francisco, une propriété de 47 Upsquare. C'est plutôt important, retenez ça dans un coin de votre tête. Je vais maintenant ouvrir le site upx.world, dont je vous laisse l'adresse en description, et je vais commencer par une première recherche. La première recherche, ça va être de tenter de savoir si le quartier est totalement minté ou non. C'est assez important parce que si vous mettez une propriété en vente alors qu'il reste des mints dans le quartier, évidemment, personne n'achètera votre propriété, tout le monde préférera minter d'abord avant de vous acheter. Donc, première chose, je viens ici dans la colonne latérale, je viens sélectionner le quartier. Et dans la barre de recherche, je viens sélectionner Seacliff, le quartier en question dans lequel je tente de vendre. Le site fait quelques recherches. Voilà. Je me rends compte ici dans la barre que le quartier est 100% sold out. Il y avait en tout 621 propriétés à minter. Elles sont maintenant toutes mintées. Il en reste 0 unminted et il y en a 59 à vendre dans le quartier. C'est plutôt intéressant pour pouvoir se rendre un petit peu compte s'il y a beaucoup en vente ou si le quartier est relativement peu disponible. En dessous de la barre de disponibilité du quartier, vous voyez qu'il y a également un floor price qui est le prix le moins cher qui est d'application dans le quartier. Vous voyez qu'il y a un prix médian qui est à 500 000 UPEX. Il y a également un prix médian par Upsquare et il y a un markup médian. Pour la petite explication, je vais l'expliquer tout de suite comme ça c'est fait. Le markup, c'est la différence qu'il y a entre le prix de mint d'une propriété et son prix de revente. C'est-à-dire que là ici la propriété par exemple a été mintée à 37 440 UPEX. Elle est revendue, sales price ici, elle est revendue à 790 000 UPEX, ce qui représente un markup de 2110%. C'est-à-dire que la propriété est 2110% plus chère que ce qu'elle n'avait été mintée. Si vous souhaitez encore un petit peu plus d'informations sur le quartier, vous pouvez cliquer sur Deep Neighborhood Data ici et vous avez une fiche complète de toutes les informations disponibles sur le quartier. Cette fiche reprend ici, et c'est pour moi la partie la plus intéressante, elle reprend les joueurs les plus présents dans ce quartier. Donc ils sont triés par nombre de propriétés ici, on peut les trier selon la valeur de leur propriété ou selon la superficie des propriétés qu'ils détiennent. Moi je vais laisser le tri par nombre de propriétés. Ici, ce n'est pas très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas un différentiel énorme entre les joueurs, mais de temps en temps, on peut se rendre compte que certains quartiers appartiennent vraiment à certains joueurs. Je vais prendre comme exemple le quartier de Harlem. Voilà, et je vais venir voir les Deep Neighborhood Data, et là on se rend compte que, voilà, nous avons des joueurs qui ont 28, 29, 72, 79 et le premier en a 1367. Là, ça change la donne. Je reviens sur Seacliff. Et je reviens dans la liste des propriétés.
Via cette liste de propriétés ici, il y a possibilité de faire des tris avec les filtres qui sont ici au-dessus. J'ai la possibilité de voir les FSA et les non-FSA. J'ai la possibilité de voir uniquement les FSA ou uniquement les non-FSA. Dans ce cas-ci, les FSA, il n'y en a pas. Dans les filtres de gauche ici, j'ai la possibilité de voir les propriétés qui sont unlocked uniquement. Fatalement, comme le quartier est totalement minté, il n'y a plus aucune propriété unlocked. Et j'ai la possibilité de voir les propriétés en vente uniquement. C'est l'option qui va nous intéresser fatalement ici. Ce menu, c'est une première vision. C'est une première vision des propriétés qui sont mises en vente. Personnellement, je préfère passer par le menu Big Data Properties ici, qui nous donne plus de filtres et plus d'options de recherche. Donc pour la seconde partie de ma recherche, maintenant que je sais que le quartier est 100% minté et que je vais de toute façon devoir passer par le marketplace, je vais passer par cette interface-ci, dans Big Data Properties. Je vais venir sélectionner dans le premier menu la ville, c'est-à-dire San Francisco. Je vais venir sélectionner dans le statut de la propriété, je vais venir mettre toutes les propriétés en vente, parce que je veux voir les propriétés du marketplace. Il y a possibilité de voir les unlocked, les owned, les for sale uniquement en Apex ou les for sale uniquement en Fiat. Je voudrais voir ici les for sale dans toutes les catégories. Ensuite, je dois faire un choix, soit par quartier, soit par collection. Il se trouve que Seacliff est une collection, donc je vais venir sélectionner la collection Seacliff. Si ma propriété ne faisait pas partie d'une collection, je serais simplement venu chercher son quartier ici. J'ai maintenant fait les sélections de base. Je vais cliquer sur Show Advanced Filters pour voir plus de filtres encore et plus de moyens de trier mes recherches. Je voudrais me concentrer sur les deux menus qui sont ici. Le premier est le critère sur base duquel les propriétés vont être triées. Donc moi, étant donné que je souhaite mettre en vente, je voudrais trier par prix de vente, pour connaître un petit peu la moyenne des prix de vente du quartier. Et je voudrais que ces prix de vente soient ascendants. Il y a possibilité également de les avoir en descendant si vous préférez. Et je clique sur Search. Me voici avec une liste de toutes les propriétés à Seacliff, triées par ordre de prix de vente. On a d'abord les Fiat ici, et ensuite les ventes en Apex ici. Elle commence là. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de tout ça? Premièrement, la moins chère de toutes est à 305 000 Apex et, si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais dit que la propriété faisait 47 Upsquare, celle qu'on tentait de vendre, c'est là ici que ça rentre en importance. Vous avez la première à 305 000 Apex fait 30 Upsquare. C'est intéressant de se dire que la nôtre est un peu plus grande, elle est plutôt dans la gamme de cette propriété-ci, donc je pourrais mettre comme prix de vente un prix proche de ceci, c'est-à-dire 400 000 Apex. À partir du moment où vous mettez un prix qui se trouve sur la première page d'affichage de apex.world, vous pouvez quasi être sûr que votre propriété sera vendue dans des délais relativement brefs. En tout cas, que vous aurez le prix le plus adapté pour une vente rapide. Ça, c'est une règle sur le papier. Dans les faits, il y a d'autres règles, notamment la règle du markup. Le markup, c'est quelque chose que beaucoup de joueurs regardent, et à juste titre. Il y a ici, par exemple, deux propriétés au même prix. 399 999 Apex. Ces deux propriétés ont le même prix, pourtant, l'une d'entre elles est un peu plus grande que l'autre. On en voit une à 49 Upsquare, l'autre à 53 Upsquare. Ici, le markup, comme vous le voyez, est plus faible sur la deuxième propriété. C'est normal. Celle-ci étant plus grande, son prix de mint est un peu plus élevé, donc à prix de vente égal, il vaut mieux prendre la seconde, celle avec le markup le plus bas, parce que c'est celle qui vous donnera une meilleure marge de revente par la suite si vous la remettez en vente. Le markup, c'est un des indicateurs. Vous pouvez également vous baser sur l'indicateur qui est entre parenthèses. L'indicateur entre parenthèses, c'est le dernier prix par Upsquare de la propriété. Donc cette propriété-ci se vend 7547 Apex par Upsquare.
Comme vous l'aurez compris, à partir de maintenant, pour trouver le bon prix de vente pour vos propriétés, il faut essayer de trouver une propriété correspondante en matière de collection, en matière d'upsquare, et proposer soit un prix intéressant, soit un markup intéressant. Les deux stratégies se valent. Passons maintenant à un second cas de figure, le cas où je souhaiterais acheter un terrain. Pour l'exercice, on va partir du principe que je souhaiterais acheter à North Clovis. Je n'ai aucune propriété dans ce quartier, donc j'aimerais m'y positionner. La première chose à faire, c'est de se dire, tiens, le quartier est-il minté totalement ou pas? Donc je retourne dans Neighborhood, je viens taper ici North Clovis, voilà, et je regarde. Le quartier n'est pas minté à 100%. Pourtant, ici, dans la case Unminted, je vois 0. Il n'y a donc pas de propriété Unminted. Je ne pourrais pas minter. Pourquoi dès lors le pourcentage ici n'est-il pas à 100%? Parce qu'il y a, dans ce quartier, 277 propriétés qui sont locked, qui sont bloquées pour l'instant. Elles seront débloquées avec le temps, mais malheureusement, je ne peux rien faire pour l'instant. Il y en a 7680 qui ont déjà été mintés et il y en a 1480 en vente. Un ratio bien plus élevé que pour Seacliff qu'on vient de voir juste avant. Donc je devrais pouvoir trouver mon bonheur. Je reviens dans Big Data Properties et je vais faire ma recherche. Je souhaite acheter dans la ville de Fresno. Je souhaite afficher les propriétés for sale, toutes les propriétés en vente pour voir les propriétés du marketplace. Là ici, North Clovis ne fait pas partie d'une collection, donc je vais venir le chercher dans les quartiers. Et je vais taper North Clovis. Voilà. J'ouvre les filtres avancés. Encore une fois, je viens chercher un tri par prix de vente, ascendant. Et je recherche. Voilà, les résultats viennent de tomber, je regarde un petit peu la liste, toutes les propriétés à North Clovis sont ici, elles sont toutes en vente et je vois que la moins chère de toutes est à 5500 UPEX. Je regarde le markup est pas mal, il est dans les 470. Je regarde un peu les autres, je vois que celui-ci est plus intéressant pour un prix équivalent. Je continue à regarder, je vois que les prix commencent à monter. Il y en a une ici à 403% de markup. Et sur la première page, en tout cas, ce sera le meilleur markup. Donc, soit je décide d'acheter la propriété la moins chère à 5500 UPEX, qui donne un markup très acceptable, soit je décide de partir sur un markup encore plus faible pour faire une plus grosse plus-value lorsque je vendrai et j'accepte de mettre 300 UPEX en plus sur mon achat. Voilà comment je vais définir quelle sera la bonne propriété à acheter. Si j'achète par exemple cette propriété-ci, qui pourtant est au même prix que la propriété la moins chère, je dois accepter que le markup soit plus haut, il est à 700%, donc fatalement que j'aurai plus de difficultés à la revendre par la suite. Ne parlons même pas de celle-ci ou de celle-là, qui sont elles beaucoup trop hautes. Si j'achète ces deux propriétés, je vais me retrouver bloqué, ça c'est sûr et certain. Donc, je partirai plutôt sur celle-ci ou celle-là. Il me suffit dès lors de prendre l'adresse, de venir faire une recherche sur cette adresse. Voilà. Et d'acheter la propriété. Il est possible, lorsque vous faites la recherche de l'adresse, que la propriété soit déjà achetée. Ça arrive souvent à partir du moment où vous prenez les propriétés les plus intéressantes et les premières de la liste. C'est simplement parce que le site upex.world n'est pas exactement toujours à jour. Il n'est pas en temps réel absolu. Mais
c'est en tout cas le meilleur indicateur que vous ayez pour pouvoir définir quelles sont les meilleures propriétés. Dernier cas de figure, imaginons maintenant que je souhaite acheter une propriété à Oakland, qui se trouve ici. Je retourne sur upex.world et je ne vais pas ici faire une recherche par quartier, parce que je souhaiterais acheter à Oakland en général, et pas dans un quartier particulier. Donc là, je vais venir sur le dashboard. Et sur le dashboard, la première ligne qu'on rencontre ici, c'est une ligne qui nous permet de sélectionner la ville. Je vais venir prendre Oakland et là, nous avons un pourcentage de mintage, mais pour l'intégralité de la ville. Et on se rend compte que Oakland est minté à 52%. Donc, je ne vais pas me diriger vers le marketplace. Je vais plutôt me diriger vers une propriété unminted pour l'avoir au prix le plus bas. Je remarque ici qu'il y a 50 259 propriétés mintées. Il y en a 583 qui sont unminted, donc qui seraient disponibles, donc 583 FSA, donc ce sont toutes des propriétés FSA. Dans mon cas, ça ne m'aidera pas beaucoup parce que je n'ai plus accès au FSA, mais imaginons que j'y ai accès, comme ça je vois le cas de figure pour tout le monde. Il y a également encore pas mal de propriétés locked, on voit que le quartier est encore presque à moitié locked. Donc imaginons simplement que tout ça soit débloqué pour le cas de figure. Je me dis donc qu'il y a de la disponibilité dans les propriétés unminted. Je vais chercher ça tout de suite. Je retourne dans Big Data Properties, je sélectionne dans la ville Oakland. Dans le statut des propriétés, je vais maintenant mettre Unlocked pour voir les propriétés qui sont unminted. Je ne sélectionne pas de collection, je ne sélectionne pas de quartier parce que je veux voir ça pour l'intégralité de la ville. Je viens trier ça par Mint Price cette fois-ci et plus par Sales Price comme on le faisait avant. On ne s'intéresse plus au marketplace, on s'intéresse au prix de Mint. Je clique ceci et on reste en prix ascendant. Je lance la recherche et je regarde ce qui est disponible. Je vois ici dans la colonne FSA que toutes ces propriétés sont en effet FSA comme ça avait été annoncé. Et là, c'est très simple, il suffit de prendre la première étant la moins chère. Si c'est ça que vous cherchez, bien entendu, si vous souhaitez optimiser les upsquares, libre à vous de faire un tri croissant par upsquare ou un tri décroissant si vous souhaitez vraiment acheter la plus grande qui existe. Pour la plus grande qui existe, ici, il faudra compter 8320 UPEX. Je pense qu'avec les quelques outils que je viens de vous présenter, normalement vous devriez être beaucoup plus à votre aise pour pouvoir définir le prix des propriétés et mieux comprendre comment vendre, à quel prix, où acheter, comment, etc. Je pense que ça va beaucoup vous aider, tout ce que je viens de vous dire. Sachez simplement que je ne vous ai pas tout dit. Cette vidéo serait beaucoup trop longue si je devais vous expliquer vraiment tous les critères qui peuvent influencer le prix des propriétés. Mais avec ça en tout cas, vous êtes armé et vous pouvez vous débrouiller. Avant de clôturer cette vidéo, il y a encore deux petites fonctions de upex.world que je souhaiterais vous montrer. C'est la recherche par utilisateur qui se trouve ici dans User Statistics. C'est une fonction qui vous permet de taper le pseudo Upland d'un utilisateur et d'avoir toutes les informations concernant ce user. Alors voilà, vous avez d'abord une overview avec le statut, le nombre de collections que vous pouvez voir ici en ouvrant le petit menu. Vous avez le net worth, vous avez les rentrées mensuelles, le nombre de propriétés et la superficie totale des propriétés. Vous avez une vue sur l'intégralité des propriétés de l'utilisateur ici et ça vous permet de savoir exactement ce que chaque utilisateur met en vente et à quel prix. Vous avez un historique des transactions pour voir un petit peu quel genre de transactions les gens effectuent, dans quel quartier ils se positionnent, comment ils rachètent, etc. Ça vous permet d'étudier un peu les stratégies de chacun. Vous avez un graphique de progression avec le nombre de propriétés en orange, le net worth des propriétés en bleu et la superficie totale des propriétés en rouge. Vous avez
pour finir, une vue sur les NFT et les blocs Explorer que ce joueur détient. C'est plutôt utile si vous souhaitez analyser les stratégies de chacun. Autre outil intéressant, la map qui se trouve juste ici. La map en fait vous présente la carte de Plend avec une vue de l'intégralité des sends sur la map. Pour trouver facilement un send proche de chez vous, imaginons que je sois à San Francisco, je tape mon nom d'utilisateur, je veille bien à ce que San Francisco soit sélectionné dans la liste et en faisant search, le site me trouve l'intégralité des sends qui se trouvent à proximité de mes propriétés. Tous ces carrés représentent une de mes propriétés et vous avez en première ligne ici la distance de ma propriété à parcourir pour trouver le send le plus proche. Ça vous permettra de recharger très facilement vos sends si vous n'en avez plus. Et voilà, ce sera tout pour cette première vidéo hors série sur upex.world. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que maintenant vous arriverez plus facilement à définir vos prix de vente et vos prix d'achat. Et on se retrouve de toute façon très bientôt, probablement pour une vision un peu plus en profondeur du site upex.world dans une prochaine vidéo hors série. Et pour notre troisième partie de notre tour d'horizon de l'interface de Upland. A bientôt, ciao!